Ma mère a hurlé, « Sors d'ici et ne reviens jamais !» Alors je suis parti. Quelques semaines plus tard, mon père m'a demandé, « Pourquoi as-tu arrêté de payer le crédit de la maison ?» J'ai répondu, « Je ne suis plus votre enfant. Je m'appelle Valentine Mercier. J'ai 31 ans. » Et il y a 3 semaines, ma mère a pointé du doigt la porte d'entrée en me disant de sortir et de ne plus jamais revenir. Elle hurlait si fort que sa voix déraillait, comme si j'avais commis l'irréparable, comme si j'étais un fardeau dont elle avait enfin décidé de se débarrasser. Alors, je suis parti. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas disputé. Et je ne lui ai pas rappelé que j'avais passé des années à porter discrètement à bout de bras cette vie dont elle profitait sans s'en rendre compte. J'ai simplement pris mon sac, je suis sorti de cette maison, et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que certaines portes ne se ferment pas seulement sur le plan émotionnel, elles se ferment aussi sur le plan financier. Le plus étrange, c'est que je n'étais pas allé là-bas pour chercher la bagarre. J'y étais allé comme toujours, pour essayer de maintenir la paix, en faisant semblant que les petites piques, le ton glacial et les jugements incessants ne m'atteignaient pas. Mais cet après-midi-là, un mot a été dit, une vérité a éclaté, et soudain, je ne faisais plus partie de la famille. J'étais une étrangère, une honte, un problème qu'il fallait éliminer. Pendant les premiers jours après mon départ, je m'attendais à ce que mon téléphone sonne pour des excuses, ou au moins que l'on ait la décence de me demander si j'allais bien. Cet appel n'est jamais venu. Ce qui est venu, des semaines plus tard, c'est mon père se tenant devant moi, avec un visage que je ne lui avais jamais vu, me posant une seule question d'une voix qui semblait plus effrayée que colérique. Il voulait savoir pourquoi le paiement du prêt immobilier s'était arrêté. Je l'ai regardé et je lui ai donné la seule réponse qui faisait sens après tout ce qui s'était passé, « Je ne suis pas votre enfant. » En tout cas, pas de la manière qui semblait compter pour eux. Et quand je vous aurai raconté ce qui a mené à ce moment, vous comprendrez pourquoi ces 6 mots ont frappé plus fort que tous les cris que ma mère m'a lancés ce jour-là. J'ai grandi à Saint-Priest, juste à côté de Lyon, dans le genre de quartier où chaque maison semblait stable depuis la rue, même si à l'intérieur, les gens tenaient à peine le coup. Nous n'avons jamais été une famille à histoire. Nous avions l'air normaux. Une pelouse bien tondue, une jolie terrasse, la messe pour les fêtes, des sourires polis dans l'allée. Mais l'argent avait toujours été une urgence silencieuse chez nous, le genre de problème que personne ne nommait à voix haute, sauf si les choses tournaient assez mal pour qu'on commence à se rejeter la faute. Mon père avait passé des années à travailler dans la logistique d'entrepôt, promettant toujours que le prochain poste serait meilleur, croyant toujours qu'une nouvelle période de stabilité réglerait tout. Ma mère travaillait à l'accueil d'un cabinet de pédiatrie et traitait les apparences comme un second emploi à plein temps. Nous pouvions avoir du retard dans les factures, mais elle voulait toujours que la maison soit impeccable, les rideaux repassés, et que les voisins soient convaincus que nous nous en sortions très bien. J'ai compris très tôt que dans notre famille, la vérité importait moins que la présentation. C'est moi qui étudiais dur, qui évitais les ennuis, qui obtenais des bourses, qui cumulait les heures de travail et qui me bâtissait une vie qui faisait dire aux gens que j'irais loin. Vers la fin de mes 20 ans, j'avais un emploi solide dans la conformité sanitaire, un bel appartement à Lyon, et une stabilité financière suffisante pour respirer sans consulter mon compte bancaire 3 fois par jour. Puis mon père a été licencié économique, et le fragile équilibre que mes parents s'efforçaient de maintenir s'est effondré rapidement. Ils ont accumulé des retards sur le prêt de la maison, puis d'autres encore. Et lorsque ma mère m'a enfin appelé en pleurant, la banque envoyait déjà des courriers au ton assez grave pour me nouer l'estomac. Elle répétait qu'ils allaient perdre la maison, que tout ce pourquoi ils avaient travaillé allait disparaître, qu'elle ne savait plus quoi faire. Je me souviens encore de me tenir dans ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille, à regarder par la fenêtre pendant qu'elle pleurait, sentant ce vieux réflexe prendre le dessus, celui qui m'avait poursuivi toute ma vie, répare les choses. Ne demande pas qui a provoqué ce désastre. Ne demande pas pourquoi personne n'a planifié l'avenir. Répare, c'est tout. Alors, je l'ai fait. J'ai d'abord remboursé l'arriéré. Ensuite, j'ai appelé l'organisme de crédit, j'ai posé des questions que mes parents n'avaient jamais pris la peine de poser, et j'ai compris à quel point la situation était grave. Pire que ce qu'ils avouaient, pire que ce qu'ils comprenaient probablement eux-mêmes. Il n'y avait pas de solution miracle à l'horizon, pas de membres de la famille pour aider, pas d'épargne retraite, pas de plan B. Il n'y avait que moi. J'ai mis en place des virements automatiques mensuels depuis mon propre compte bancaire, en me disant que ce ne serait que temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied, juste le temps que les choses s'apaisent.
juste le temps que je puisse à nouveau respirer sans me demander si la maison de mon enfance allait être saisie et vendue aux enchères parce que personne à l'intérieur ne savait affronter la réalité. Ce temporaire a duré 4 ans. 4 ans de prélèvements mensuels si réguliers qu'ils ont fini par faire partie de ma vie au même titre que le loyer ou les courses. Sauf que ces paiements ne me servaient pas à me loger moi. Ils servaient à loger des personnes qui n'ont jamais cessé de se comporter comme si c'était moi la brebis galeuse. Ma mère n'a jamais connu les détails de l'arrangement. Et honnêtement, elle ne le voulait pas. Elle préférait croire que la banque avait trouvé un accord et que la vie pouvait reprendre son cours respectable d'apparence. Mon père posait encore moins de questions, ce qui était une réponse en soi. C'était le genre d'homme qui confondait le silence avec la décence, et l'évitement avec la paix. Si un problème pouvait être repoussé, il le repoussait. Si une tension entrait dans la pièce, il la contournait comme un meuble. Pendant ce temps, je suis devenu la poutre de soutien invisible qui maintenait tout l'édifice debout. Je venais presque tous les dimanches pour le déjeuner ou un barbecue, j'apportais les courses la plupart du temps, je remplaçais les appareils de la maison quand ils tombaient en panne, et j'écoutais ma mère se plaindre de gens qui, selon elle, étaient égoïstes, superficiels, irresponsables, prétentieux ou ingrats. Selon le jour, j'étais un peu tout cela à la fois. Elle adorait me rappeler que j'habitais maintenant en ville, que j'avais un petit boulot de bureau bien propre, et que je ne savais pas ce qu'était la vraie pression. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mon travail, faisait des remarques sur le fait que j'étais toujours trop occupé, puis se vexait si je manquais un week-end. Si je m'achetais quelque chose de sympa, elle disait qu'il devait être facile de gaspiller de l'argent quand on n'avait personne d'autre à charge. Si je fréquentais quelqu'un, elle lui trouvait un défaut. Si je restais célibataire, cela devenait aussi un défaut. Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Mon père restait assis là, au milieu de tout cela. Parfois les yeux rivés sur la télévision, parfois en remuant son café, parfois en me lançant ce regard fatigué que les hommes comme lui affichent pour qu'on leur attribue le mérite de ne pas être ceux qui font le mal. Mon jeune frère avait déjà compris ce que j'ai mis des années à admettre. Il s'était installé à Bordeaux, gardait ses distances, et limitait les contacts familiaux au strict minimum. J'ai longtemps pensé que cela signifiait qu'il était détaché. Plus tard, j'ai compris que cela signifiait simplement qu'il était assez sain d'esprit pour partir. C'est moi qui suis resté, parce que je croyais que la loyauté s'exprimait par l'endurance. J'ai repoussé l'achat de mon propre logement parce que je payais le leur. J'ai refusé des voyages parce qu'il y avait toujours une dépense imprévue pour leur maison. Je me disais que je ne leur en voulais pas, puis je me demandais pourquoi j'étais épuisé en permanence. La vérité était laide et simple, je finançais la stabilité d'une famille qui continuait à me traiter comme si je ratais un impossible test émotionnel. Et comme personne ne connaissait toute la vérité, personne n'avait à se montrer reconnaissant. Ils gardaient leur maison et leur fierté. Et moi, je continuais à faire des virements et à prétendre que l'amour et l'obligation étaient la même chose. Tout a explosé un dimanche qui avait commencé si normalement qu'il aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je suis allé à Saint-Priest vers midi, j'ai acheté des boissons en chemin, et je suis arrivé dans le jardin pour trouver ma mère déjà en train de jouer la comédie du bonheur. Elle était dans un de ces jours où chaque phrase sonnait joyeuse si on ne l'écoutait pas de trop près. Elle avait installé le salon de jardin, fait mariner beaucoup trop de nourriture, et n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait de grands projets en tête. J'aurais dû savoir que cela signifiait qu'elle essayait de prouver quelque chose. Pendant que nous mangions, elle a fini par aborder le sujet. Elle a dit qu'elle avait discuté avec quelqu'un pour renégocier leur prêt, peut-être pour dégager de la trésorerie sur la valeur de la maison, afin de faire quelque chose d'intelligent pour une fois au lieu de simplement dormir sur un capital. Puis elle a ri en disant qu'elle méritait bien un nouveau SUV après toutes ces années. Que mon père et elle pourraient enfin s'offrir une croisière, comme les autres personnes de leur âge. Elle l'a dit assez fort pour que je comprenne le message sous-jacent, nous allons bien. Nous allons même très bien. Nous sommes le genre de personnes qui ont encore des options. Je me souviens l'avoir regardée en me demandant jusqu'où le déni pouvait aller. Puis son téléphone a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, a souri comme si elle s'apprêtait à conclure une affaire prestigieuse, et a répondu en haut-parleur sans quitter la table. Au début, cela semblait routinier. Vérification d'identité, adresse de la propriété, quelques questions polies. Puis, le conseiller bancaire a mentionné un problème avec le dossier. Il a expliqué que l'historique des paiements montrait une source de financement extérieur systématique au cours des 48 derniers mois, et qu'ils avaient besoin d'éclaircissements,
car le compte effectuant les mensualités du prêt n'appartenait à aucun des deux emprunteurs enregistrés sur le contrat. Je pense que je n'oublierai jamais le silence de mort qui s'est abattu sur le jardin après ces mots. Le visage de ma mère a changé si vite que c'était presque difficile à réaliser. Une seconde, elle affichait une assurance totale, la seconde d'après, elle se sentait démasquée, puis furieuse. Elle a désactivé le haut-parleur, mais il était trop tard. Tout le monde autour de la table en avait assez entendu. Elle a raccroché, s'est tournée lentement vers moi, et j'ai senti ce qui allait se passer avant même qu'elle ne prononce un mot. Elle m'a demandé de quoi parlait cette personne. Et comme je ne répondais pas assez vite, elle s'est levée et a répété sa question plus fort. J'ai essayé de garder une voix calme. Je lui ai dit que je m'assurais simplement que le prêt de la maison soit payé. Je lui ai expliqué que je l'avais fait parce que la maison était à quelques semaines de la saisie la première fois, et que par la suite, personne dans cette maison n'avait été en mesure d'atteindre une stabilité financière suffisante pour s'en sortir seul. Je pensais que la vérité provoquerait d'abord un choc, puis de la gratitude, et peut-être un peu d'humiliation entre les deux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était cette rage immédiate. Elle m'a accusé de l'avoir humiliée, d'avoir agi dans leur dos, d'essayer de faire comme si la maison m'appartenait, comme s'il m'appartenait. Elle a dit que je voulais que tout le monde la prenne pour une incapable, que j'avais fait cela pour me sentir supérieur, et que c'était exactement ce qui arrivait quand les enfants gagnaient trop d'argent et oubliaient d'où ils venaient. Je lui ai répondu que personne n'avait plus oublié d'où ils venaient que des gens assis dans une maison qu'ils ne payaient pas en réalité. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Elle s'est mise à hurler si fort que les voisins pouvaient probablement entendre chaque mot à travers les clôtures. Ingrate, manipulatrice, arrogante. Elle a dit que je n'avais aucun droit de m'immiscer dans leur vie, aucun droit de prendre des décisions à leur place, aucun droit de transformer leur maison en œuvre de charité. J'ai regardé mon père, car une partie de moi croyait encore qu'il ferait quelque chose si la situation dégénérait trop. Il n'a rien fait. Il est resté assis là, l'air hébété, mais pas assez pour parler. Pas assez pour me défendre. Pas assez pour dire que la personne qui payait leur maison depuis 4 ans ne méritait pas de se faire hurler dessus dans le jardin de sa propre enfance. Puis ma mère a pointé le portail du doigt et a prononcé les mots qui ont tout changé, sors d'ici et ne reviens jamais. Le silence qui suit une telle phrase est bien différent d'un silence ordinaire. Il n'est pas vide. Il est définitif. Je me souviens être resté là une seconde, attendant de voir s'il allait y avoir un retour en arrière, attendant de voir si mon père allait intervenir, espérant un geste de décence de la part de l'un d'eux. Rien n'est venu. Alors, je suis entré, j'ai attrapé le sac de voyage que je laissais parfois dans mon ancienne chambre, et je suis reparti sans chercher à argumenter. Car j'ai soudain compris une chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt, si je devais défendre mon droit à la dignité la plus élémentaire dans une maison que j'aidais à maintenir debout, alors ce que je faisais là n'avait plus rien à voir avec de l'amour. Quand je suis revenu dans mon appartement à Lyon, je tremblais encore. J'ai ouvert mon ordinateur, je suis allé sur la page du virement automatique, et j'ai fixé l'écran pendant environ 10 secondes avant de l'annuler. Pas de discours, pas de musique dramatique, juste un clic. Ensuite, j'ai quitté le groupe de discussion familiale, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux, et je les ai laissés faire face aux conséquences de mon absence pour la première fois depuis des années. La première semaine qui a suivi a été étrangement calme, comme si le monde était devenu sourd. Je suis allé travailler, j'ai répondu aux emails, j'ai assisté aux réunions, faisant comme si ma famille n'avait pas volé en éclats à cause d'un repas de famille et de finances dissimulées. La nuit, je rejouais la scène dans ma tête et je tournais sans cesse autour des mêmes questions. Est-ce qu'elle le pensait vraiment? Est-ce que mon père m'avait vraiment laissé partir ainsi? Avais-je réellement arrêté de payer le prêt de la maison que j'avais protégée pendant des années? La réponse à ces 3 questions était oui, mais mon système nerveux avait du mal à suivre la réalité. Je me surprenais encore à chercher mon téléphone le dimanche par habitude. Je me demandais encore s'ils avaient besoin de courses. J'avais encore ces petits réflexes conditionnés qui rendent les personnes comme moi si faciles à exploiter. Ma meilleure amie, Élise, a été la première à ne pas me laisser idéaliser la situation. Elle est venue chez moi avec des plats à emporter, à tout écouter, puis à prononcer la phrase qui m'a obligé à me caler au fond de ma chaise en silence, « Valentine, la seule fois où ils t'ont traité comme un membre de la famille, c'est quand tu leur étais utile. » Je voulais contester. Je voulais dire que c'était plus complexe que cela. Mais la force d'une phrase juste, c'est qu'elle dissipe tout le brouillard de la loyauté aveugle.
J'ai commencé une thérapie cette semaine-là, car je savais que si je ne le faisais pas, je finirais par me convaincre de reprendre les paiements simplement pour soulager ma culpabilité. Pendant ce temps, les messages ont commencé. Au début, ils venaient de mon père et faisaient comme si de rien n'était. Comment se passe le travail? Tu vas bien? Appelle-nous quand tu peux. Puis le ton a changé. As-tu parlé à la banque récemment? Il semble y avoir un problème avec l'espace client pour les remboursements. Un avis est arrivé par courrier. Puis, une fois qu'ils ont fait le rapprochement évident, ma mère a commencé à m'envoyer des messages par l'intermédiaire d'autres personnes, car elle m'avait elle-même bloqué dans un accès de fierté et n'avait apparemment pas anticipé cette conséquence. Ma tante m'a écrit pour me dire que ma mère était très perturbée par une confusion bancaire. Un cousin m'a demandé si je savais pourquoi mes parents avaient reçu une mise en demeure. Élise a regardé l'un de ces messages et a ri d'incrédulité. Ta mère te dit de sortir et de ne jamais revenir, et elle a l'air choquée de voir que ton argent est parti avec toi. Les semaines ont passé et j'ai tenu bon. La maison subissait ce que subissent les maisons quand personne ne les paye. Les pénalités de retard s'accumulaient. Les appels de la banque se faisaient plus pressants. Les lettres de relance devenaient plus menaçantes. Mon père a fini par arrêter de faire croire à un problème technique et a tenté de me joindre avec une réelle urgence. Je n'ai toujours pas répondu. Non pas par cruauté, mais parce que je savais exactement comment fonctionnent ces cycles. Si je leur évitais l'étape où ils reconnaissaient ce qui s'était passé, ils reviendraient directement à celle où je réglais tout et où ils n'apprenaient rien. Ma thérapeute m'a aidé à poser des mots sur quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à dire tout haut, je n'abandonnais pas ma famille. Je me dégageais d'un rôle qu'il m'avait attribué sans mon consentement, pour ensuite me punir de trop bien l'assumer. Cette nuance avait toute son importance. Vers la 3e semaine, mon frère m'a appelé pour me dire qu'il avait eu des nouvelles de notre père. Il a expliqué que la banque avançait plus vite que prévu et que notre mère était en plein affolement. Il a aussi ajouté une phrase qui m'est restée en tête, « Papa ne remarque le feu que lorsque la fumée l'asphyxie ». Quelques jours plus tard, l'accueil de ma résidence m'a appelé pour me signaler qu'un homme me demandait en bas. C'était mon père. Il n'était jamais venu à mon appartement auparavant. Pas une seule fois. Ni lors de mon emménagement, ni pour mes anniversaires, ni par curiosité, ni par fierté. Mais soudain, parce que l'argent du prêt s'était arrêté, il avait trouvé mon adresse et avait fait la route. Je l'ai rejoint dans le hall car je n'étais pas prête à laisser cette conversation entrer chez moi. Il paraissait plus vieux qu'un mois auparavant, les épaules voûtées, le regard fatigué, de cette fatigue qui vient de la peur plutôt que de l'âge. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il m'a demandé si nous pouvions nous asseoir, et nous nous sommes installés dans des fauteuils près des fenêtres. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Peut-être savait-il enfin qu'il n'avait plus de marge pour cela. Il m'a regardé et a demandé, « Pourquoi as-tu arrêté de payer le crédit ?» Elle était là. La question qui avait fait tout le trajet depuis leur maison jusqu'à ma résidence. La question qui comptait plus que la raison de mon départ, plus que de savoir comment j'allais, plus que de savoir si j'avais mangé, dormi ou passé 3 dimanches de suite à essayer de ne pas pleurer dans ma propre cuisine. Je l'ai regardé à mon tour et j'ai dit, « Je ne suis pas votre enfant. » Il a cligné des yeux comme s'il pensait avoir mal entendu, alors je l'ai répété, plus lentement, « Je ne suis pas votre enfant. Pas de la manière qui semble compter pour vous deux. » Il m'a demandé ce que cela voulait dire. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai rien édulcoré pour lui épargner la réalité. Je lui ai dit que cela signifiait qu'au moment où ma mère m'avait hurlé de sortir et de ne jamais revenir, et qu'il était resté assis là à la laisser faire, j'avais cessé d'être leur fille dans tous les aspects concrets qu'il semblait valoriser. Je lui ai dit que quand les factures arrivaient à échéance, j'étais de la famille. Quand il fallait sauver la maison, j'étais de la famille. Quand les courses arrivaient, quand les réparations étaient gérées, quand l'argent coulait discrètement pour qu'il puisse continuer à faire semblant d'être stable, alors là, j'étais absolument de la famille. Mais quand la vérité a éclaté, quand ma mère s'est sentie embarrassée, quand elle a eu besoin de quelqu'un sur qui rejeter sa propre honte, je suis soudain devenue une étrangère, une semeuse de troubles, un problème ingrat à jeter dehors. J'ai ajouté que je n'allais pas continuer à payer pour le privilège d'être rabaissé. Il a d'abord tenté de trouver des excuses à ma mère, comme il l'avait toujours fait. Il a dit qu'elle était contrariée, qu'elle s'était sentie humiliée, qu'elle ne le pensait pas vraiment. Je lui ai demandé quelle partie elle ne pensait pas, le moment où elle avait montré le portail du doigt, le moment où elle avait dit de ne jamais revenir,
ou le moment où elle m'avait bloqué et avait raconté sa propre version des faits aux proches. Il n'a rien trouvé à répondre. Alors j'ai continué. Je lui ai dit ce que je voulais qu'il comprenne depuis des années. Que le silence n'est pas de la neutralité quand une personne subit constamment des blessures. Que rester assis là sans rien dire chaque fois que ma mère s'en prenait à moi ne l'avait pas rendu pacifique. Cela l'avait simplement mis à l'abri à mes dépens. Je lui ai dit qu'il avait accepté mon aide pendant des années sans jamais se demander ce que cela me coûtait, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sur sa propre dépendance. Il a baissé les yeux sur ses mains et, pour la première fois, j'ai vu en lui quelque chose que je n'avais jamais vraiment perçu auparavant, une honte qui n'était pas sur la défensive. Une honte qui avait enfin atteint le stade de la prise de conscience. Il a admis qu'il ne pouvait pas garder la maison sans moi. Il a admis qu'il soupçonnait les choses bien plus qu'il ne l'avait laissé paraître. Il a admis qu'il avait laissé la fierté de ma mère dicter le climat émotionnel de la famille parce qu'il lui semblait plus difficile de la contester que de me regarder encaisser les coups. Puis il s'est excusé, et parce que j'avais attendu si longtemps d'entendre la moindre parole honnête de sa part, ces mots m'ont touché. Pas assez pour effacer le passé, pas assez pour que je reprenne les paiements, mais assez pour débloquer quelque chose. Il a demandé ce qu'il faudrait pour que nous puissions nous parler en famille sans que cela ne tourne à la catastrophe. Je lui ai dit que j'acceptais une seule conversation, à des conditions strictes. Pas de cris, pas de réécriture de l'histoire, pas d'attente à ce que je reprenne le remboursement du prêt simplement parce qu'ils avaient enfin peur. Si ma mère voulait maintenir la moindre relation avec moi à l'avenir, elle allait devoir assumer ce qu'elle avait fait, et pas seulement ce que cela lui coûtait. Il a acquiescé et a dit qu'il comprenait. J'ai cru à sa sincérité, ce qui était nouveau pour moi. Avant de partir, il s'est tenu là, un peu gauchement, comme s'il voulait m'embrasser mais n'était pas sûr d'en avoir gagné le droit. Il ne l'avait pas gagné, pas vraiment. Mais je l'ai laissé faire quand même, car parfois les gens n'accèdent pas au pardon et au réconfort au même rythme. Alors qu'il quittait ma résidence, je suis resté dans le hall à regarder à travers la vitre pendant un long moment. Je n'étais pas fier de leur douleur. Je ne me réjouissais pas de leur peur. Mais pour la première fois, le poids de cette maison n'écrasait plus ma poitrine. Et je pouvais enfin faire la différence entre la culpabilité et la tristesse. La réunion de famille a eu lieu le dimanche suivant, exactement 4 semaines après que ma mère m'a mise à la porte. Je suis allé jusqu'à la maison et je suis resté assise dans ma voiture pendant 1 minute entière avant d'entrer. Car certains endroits se souviennent trop bien de l'ancienne version de vous-même. J'ai sonné à la porte au lieu d'utiliser la clé que j'avais encore. Et ce petit choix a eu plus d'importance que je ne l'aurais cru. Mon père a ouvert la porte presque immédiatement. Ma mère était déjà dans le salon, assise de manière rigide sur le canapé, dans la posture de quelqu'un qui s'apprête à se défendre avant même que quiconque ait parlé. Je suis resté debout jusqu'à ce que mon père m'invite à m'asseoir. Et même là, j'ai choisi le fauteuil en face d'eux plutôt que ma place habituelle qui laissait croire que j'étais chez moi. Au début, ma mère a tenté la même stratégie qu'elle s'était probablement imposée depuis des semaines. Elle a parlé de la banque, des avis de relance, du calendrier, du stress. Elle parlait de cette crise comme si elle était tombée du ciel, comme si une force extérieure avait attaqué la famille. Finalement, je lui ai posé une seule question, a-t-il quelque chose que tu veux me dire avant de me parler de ce dont tu as besoin? C'est à ce moment-là que l'atmosphère de la pièce a changé. Elle m'a regardé, a détourné les yeux, puis a croisé à nouveau mon regard. Elle a dit qu'elle avait peut-être surréagi. Je lui ai répondu que dire à sa fille de sortir et de ne jamais revenir n'était pas une surréaction. C'était une décision. Mon père m'a alors surprise en me soutenant. Il a dit, non, Sandrine, tu l'as mise à la porte. Tu ne pouvais pas minimiser ça maintenant sous prétexte que les conséquences sont là. Ma mère a semblé stupéfaite, mais il a continué, nous avons accepté son aide et nous en avons fait quelque chose de honteux, parce qu'affronter notre propre réalité nous semblait plus difficile que de lui dire merci. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti les relevés de paiement. 4 ans de mensualité de prêt immobilier, soigneusement imprimés, chaque virement documenté. Je les ai posés sur la table et les ai fait glisser vers eux. Mon père a commencé à feuilleter les pages et a pâli à la moitié du document. Ma mère a fixé le montant total comme s'il l'avait personnellement insulté. Peut-être que c'était le cas. C'était là, écrit noir sur blanc. La preuve que la fille qu'elle qualifiait d'égoïste portait leur foyer à bout de bras depuis des années, tout en se faisant critiquer parce qu'elle n'exprimait pas son amour de la manière attendue.
Quand elle a enfin parlé, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Elle a d'abord dit merci, puis elle s'est excusée. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas dénué de fierté, mais c'était assez sincère pour que je comprenne que la peur avait enfin fait entrer l'honnêteté dans la pièce. Elle a admis que découvrir que je payais le prêt l'avait fait se sentir insignifiante. Cela l'avait exposée. Elle avait eu l'impression que toutes les remarques blessantes qu'elle avait faites sur ma vie révélaient leur vraie nature, de la jalousie, un mécanisme de défense, du ressentiment envers l'enfant qui avait réussi à s'en sortir. L'entendre l'avouer ne m'a pas guéri, mais cela a tout clarifié. Certaines personnes ne détestent pas votre force parce qu'elle leur nuit. Elles la détestent parce qu'elle met en lumière ce qu'elle refuse de construire en elle-même. Puis nous sommes arrivés à la partie essentielle. Je leur ai annoncé que je ne reprendrai pas les remboursements du prêt. Pas même pour un mois. Pas le temps qu'ils s'organisent, pas le temps que les émotions s'apaisent. J'avais fini d'être le filet de sécurité invisible qui permettait à tout le monde de fuir ses responsabilités d'adulte. Ce que j'acceptais de faire, en revanche, c'était de les aider à élaborer un véritable plan, un budget, vendre si nécessaire, trouver plus petit, stabiliser les choses. Mais je ne financerai plus un mirage. Mon père a accepté immédiatement. Ma mère a pleuré non pas ces pleurs théâtraux avec lesquels j'avais grandi, mais de ces larmes plus discrètes qui coulent lorsque la fierté se brise au lieu de se mettre en scène. Le calendrier imposé par la banque leur laissait peu de marge, et une fois que nous avons posé les chiffres réels sur la table, même ma mère a dû se rendre à l'évidence. Ils ne pouvaient pas garder cette maison, pas sans moi, et je n'étais plus disponible pour jouer ce rôle. Le mois suivant a été éprouvant. Ils ont mis la maison en vente rapidement, ont accepté une offre inférieure à ce qu'ils espéraient autrefois, et ont vu cet avenir qu'ils prétendaient assurer se réduire à une réalité beaucoup plus modeste. Leur nouveau logement s'est avéré être un appartement de 3 pièces en périphérie de leur ancien quartier, gérable, pratique, et bien éloigné de la grande maison que ma mère avait passé des années à utiliser comme preuve de sa réussite sociale. Elle a dû accepter des gardes du soir au cabinet 2 fois par semaine et un poste de gestion d'emploi du temps le week-end depuis chez elle, simplement pour couvrir leur nouveau budget et commencer à reconstituer une petite épargne. Le projet de SUV a disparu des conversations. La croisière aussi. Pour elle, la chute sociale a été encore plus douloureuse que la baisse de niveau de vie. Quelques membres de la famille ont appris suffisamment d'éléments pour reconstituer l'histoire. Cette fille qu'elle décrivait implicitement comme froide et égocentrique avait en réalité été celle qui leur évitait de se retrouver à la rue. Ma mère n'a jamais prononcé le mot humilié, mais je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Je le voyais à sa façon de cesser d'enjoliver l'histoire familiale dès que la réalité se mesurait en noms et en chiffres. Mon père a changé de manière plus discrète mais plus profonde. Il a commencé à gérer les factures directement, à s'exprimer davantage, à m'appeler non pas pour demander de l'argent, mais pour m'expliquer les démarches qu'ils avaient entreprises par eux-mêmes. Mes relations avec eux ne sont pas devenues magiquement chaleureuses. Cela aurait été hypocrite, mais elles sont devenues plus claires, et la clarté vaut bien mieux que le faux-semblant. 6 mois plus tard, j'ai obtenu une promotion. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai arrêté de consulter mon téléphone avec angoisse chaque dimanche. Je me suis même autorisé à construire une vie personnelle qui ne tournait pas autour du sauvetage de personnes qui ne m'aimaient jamais autant que lorsque je leur étais utile. Ma mère et moi gardons toujours nos distances. Mais c'est désormais une distance honnête. Pas celle d'autrefois, où je faisais semblant de ne pas ressentir ce qu'elle me faisait subir. Et s'il y a une leçon que j'ai tirée de tout cela, c'est celle-ci, la famille n'est pas un laissez-passer pour utiliser quelqu'un jusqu'à le faire disparaître derrière ses propres besoins. L'amour sans limite n'a rien de noble lorsqu'il détruit la personne qui le donne. Parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous-même, et même pour les personnes qui vous ont élevé, c'est de cesser de les protéger des conséquences de ce qu'elles sont devenues. C'est là que commence la responsabilisation. C'est là que le respect de soi renaît. Et c'est là qu'un véritable changement, s'il doit un jour advenir, a une chance de commencer. Si vous avez déjà dû choisir entre préserver la paix et préserver votre dignité, alors vous savez déjà à quel point cette leçon peut coûter cher. Mais vous savez aussi ceci, s'éloigner ne signifie pas toujours que vous avez abandonné votre famille. Parfois, cela signifie simplement que vous avez enfin arrêté de vous abandonner vous-même.